Chers amis, je lance une nouvelle émission. Chaque semaine, si le rythme de mes collaborateurs le permet, chaque semaine, j'interviewerai un écrivain. Euh, et cette semaine, je commence avec Marion Sigaud, une amie de longue date que j'apprécie particulièrement. Et je veux parler cette semaine de l'un de ses tout nouveaux ouvrages. En fait, c'est la traduction d'un ouvrage de Judith Reisman. C'est un ouvrage qui n'avait jamais été publié en français. C'est son dernier ouvrage. Et Marion en assure la préface et la postface. Le livre s'intitule Kinsey, Rockefeller et CIA, instruments du nouvel ordre mondial, et il est publié chez Réhistoire pour tous, la maison d'édition que propose Marion. Bonjour Marion, et je mets en avant ton ouvrage que je salue. Je l'ai lu avec grand intérêt. Si, alors, je voudrais juste une petite rectification. Je n'ai pas de maison d'édition, je fais donc de l'auto-édition chez cette merveilleuse société française avec un nom anglais imprononçable qui se dit The Book Edition. Moi, j'aime bien dire Book Edition. C'est une maison tout à fait extraordinaire, à la fois efficace, magnifique. Bon, qui a pris un nom anglais, tant pis. Et donc, c'est une société qui nous permet de faire de l'auto-édition. Il a fallu, pour que je puisse publier un livre qui n'est pas le mien, que j'ai à la fois mon nom sur la couverture, puisque je suis préfacière et j'écris également la postface. J'ai également assuré la traduction, non pas toute seule, mais à l'aide d'un pool de gens qui m'ont aidé. Et je le fais bien sûr avec l'aval, avec un contrat avec la société, l'Institut Reisman, qui sont les ayants droit de Judith Reisman. Donc c'est par un accord passé avec les ayants droit de Judith Reisman que je peux faire ça sous ma bannière. Alors je dis pas que Réhistoire est une maison d'édition, disons que c'est ma bannière, c'est la bannière de tout ce que je vais auto-éditer grâce à cette magnifique société française Book Edition. Voilà. Alors, ce livre de Judith Reisman, traduit et édité pour la première fois en français donc, et dont tu assures la préface et la postface, fait le lien entre la révolution sexuelle, l'Institut Kinsey, la Fondation Rockefeller, la CIA et le projet MK Ultra. Tu n'as pas peur d'être traité de complotiste? Et est-ce que Judith Reisman est fiable? Demanderont évidemment beaucoup de gens qui vont écouter cette vidéo. Que si Judith Reisman n'avait pas été fiable, elle n'aurait pas été combattue comme elle l'a été. Il aurait suffi de la rouler dans la farine et de lui faire prendre les pieds dans le tapis à partir de 2 ou 3 grosses bêtises qu'elle aurait dites. Personne n'a jamais réussi à la prendre en défaut. Elle a pourtant subi 3 enquêtes au Congrès américain, 3 enquêtes hostiles qui n'ont pas été capables de rien trouver contre son travail. Ils ont été incapables de la prendre en défaut. Donc tout ce qu'il y a contre Judith Reisman, et Dieu sait si elle a eu des ennemis, ce sont des calomnies, des calomnies, des calomnies. Alors est-ce que j'ai peur d'être traité de complotiste? D'abord, je ne laisse personne me traiter de quoi que ce soit, ni de complotiste, ni d'autre chose. Alors d'abord, complotiste, ça veut dire quoi? C'est un rayon paralysant, ça c'est comme antisémite ou homophobe, hein. C'est le rayon paralysant. Une fois qu'on vous a balancé ça, vous êtes censé ne plus rien avoir à dire. Alors, je vais expliquer ce que c'est qu'un complot. C'est un plan organisé en secret par plusieurs personnes qui ont un objectif commun. Alors si c'est pas un complot, c'est quoi? Je veux dire, prenons les tours jumelles le 11 septembre. Si c'est pas un complot, c'est quoi? C'est un accident de la circulation aérienne, c'est quoi? Bien sûr que toutes ces choses-là sont des complots. Il est évident que Kinsey, Rockefeller et la CIA, il y a un complot. De là à dire que je suis complotiste, je ne laisserai à personne le soin de me définir et je vais le faire tout de suite. Je suis une femme française, catholique et patriote. Le reste ne sont que clabauderies et personne n'a le droit de me définir. D'ailleurs, le premier qui me définit, il risque fort de se voir définir à mon tour et ça risque de ne pas être joli à entendre. Voilà. Alors, est-ce que Judith Reisman était fiable? Oui, elle était extrêmement fiable et c'est pour ça qu'elle était si détestée et si dangereuse. Alors, il faut savoir que ces recherches ont été validées par l'unité d'élite des sciences du comportement du FBI, par les fonctionnaires du ministère de la Justice et par les agents vétérans et les agents des forces de l'ordre des États-Unis. Ces gens-là n'ont pas réussi à contrer la vague
monstrueuse de calomnies dirigées par la presse. Vous avez d'une part les gens qui travaillent et d'autre part les médias. Hein, ces gens-là ne travaillent pas, ils se contentent de faire de la diffamation. Donc, personne n'a réussi à l'incriminer. Tout ce qu'elle dit a été validé et revalidé. Et je me répète, si ce qu'elle disait, si ce qu'elle a dit n'était pas fiable, on ne l'aurait pas pourchassée comme on l'a fait. Et elle a été persécutée, mais elle est morte debout, droit dans ses bottes, sans jamais avoir trahi, sans jamais avoir renoncé à ses convictions. Et elle n'a cessé jusqu'à la fin d'agréger autour d'elle de plus en plus de gens compétents, à la fois compétents, reconnaissants et tout à fait dignes de foi. La liste des gens qui l'ont soutenue est impressionnante. Alors Marion, cet ouvrage montre comment depuis des décennies, certains cherchent à légitimer les pires perversions par un vernis pseudo-scientifique. Dans ta préface, tu rappelles comment le docteur Pierre Simon, qui est ancien grand maître de la Grande Loge de France et introducteur en France de Planned Parenthood, le planning familial, le précurseur du planning familial, comment le docteur Simon était l'un des acteurs principaux dans la réhabilitation de Gilles de Rais en France. Peux-tu nous résumer cette affaire? Une histoire proprement scandaleuse. En 1992, il y a eu au Sénat à Paris la conclusion d'une campagne qui a été menée par un certain nombre d'intellectuels de gauche, faut les nommer, tous francs-maçons, faut les nommer aussi, qui ont décidé de réhabiliter la mémoire du plus grand pédocriminel de notre histoire. Il s'appelait Gilles de Rais. C'était un militaire qui a contribué pendant la guerre de 100 ans à la délivrance d'Orléans auprès de Jeanne d'Arc. C'est lui qui a porté la Sainte-Ampoule pour le sacre de Charles VII. C'était un héros de la guerre de 100 ans, un grand personnage particulièrement brillant, magnifique, maréchal de France à 25 ans, enfin un personnage tout à fait admirable d'une certaine manière, qui, quand il est rentré chez lui à la vie civile à la fin de la guerre de 100 ans, s'est retrouvé la bride sur le cou, sans aucune autorité au-dessus de lui pour le contrôler, pour mettre des bornes, pour mettre des limites. C'était un très bel homme, impérieux, d'une sensualité absolument effrénée. Alors, ce qu'ont dit ces défenseurs, alors ce qu'on dit, c'est les gens qui ont voulu le réhabiliter, ils disent qu'il a été injustement condamné et exécuté pour des crimes qu'il n'avait pas commis. Or, les crimes qu'on lui a imputés, ce sont des crimes pédocriminels abominables, mais abominables. On lui impute la mort de plus de 200 enfants et adolescents qu'il a fait mourir de mort lente. C'est une abomination, c'est un cauchemar. Rentrer dans le dossier de Gilles de Rais, c'est un cauchemar. Or, pourquoi ces gens sont-ils venus brusquement dire « il a rien fait, il est innocent » Devinez pourquoi? Parce que c'est l'Église qui l'a condamné. Donc, si l'Église l'a condamné, c'est forcément qu'il est innocent. Il y a des gens, ils raisonnent pas plus que ça. Ils raisonnent pas plus que ça. Ce que ces gens ne savent pas, c'est qu'il y a des historiens qui savent faire leur travail et qui savent aller regarder dans les archives et aller prétendre que c'est l'Église qui l'a condamné alors qu'il était innocent, c'est une aberration. L'Église ne l'a pas condamné, c'est un tribunal, tout ce qui est plus civil, qui l'a condamné. On prétend que c'est l'Inquisition, c'est pas l'Inquisition, c'est n'importe quoi. Tout ce qui a été raconté pour le réhabiliter, c'est du grand n'importe quoi. Et il est absolument effarant de constater que des gens, alors, tous francs-maçons, tous anticléricaux, dans tous les arguments qu'ils ont développés, ils ont mis plusieurs années à mettre sur pied cette réhabilitation. Dans les arguments qu'ils développent, ils disent quoi? Il aimait les enfants, et alors, on n'a pas le droit? Ben non, on n'a pas le droit d'aimer les enfants comme ça, ou en tout cas de prétendre qu'on les aime, quand on les viole, quand on les torture, et quand on les possède comme il l'a fait. Bon, c'est absolument insensé. Et parmi les arguments qui ont été développés, j'ai lu attentivement toute cette... Il y a eu plusieurs livres qui sont sortis. Enfin, j'ai essoré tout ce dossier de la réhabilitation. Il a été dit, alors, un, il aimait les enfants, et alors? Et deux, il était homosexuel, et alors? Non, mais attendez, homosexuel qui aime les enfants, ça commence à sentir mauvais. Homosexuel, ça veut dire entre adultes consentants, qui aime les enfants, ça s'appelle la pédocriminalité. Est-ce que vous ne seriez pas en train, messieurs, de défendre l'homosexualité, la pédophilie? Parce que moi, je ne fais pas un signe égal, a priori, entre homosexuels et pédophiles, mais c'est eux qui le font, puisqu'ils disent il aimait les enfants, et bon.
Et il se trouve que dans la plaidoirie qui a été développée au Sénat en 1992, l'avocat qui a décidé de mettre tout son entregent, toute sa passion pour la réhabilitation de Gilles de Rais, il dit on sait bien que comment il dit pas les pédérastes, ceux qui aiment les enfants ne leur feraient jamais de mal, ils se contentent de le mot m'échappe. Il se contente d'éclosions de surface. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire? Des éclosions de surface. Vous avez là des gens qui viennent au Sénat, qui est quand même, je veux dire, le Sénat ne leur appartient pas, le Sénat appartient à la République, alors je suis pas très copine avec la République, mais enfin, admettons quand même que ça ne leur appartient pas, qui viennent dire que les pédérastes sont des gens qui ne font pas de mal aux enfants parce qu'ils les aiment trop et qui se contentent d'éclosions de surface. Ça veut dire qu'en fait, ils les sodomisent pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et dans le comité de réhabilitation, ils ont voté la réhabilitation de Gilles de Rais en un quart d'heure, tout compris, il n'y a pas eu de discussion, ils ont sifflé, hué les gens qui venaient essayer d'apporter des informations sur la réalité de ce procès, qui n'a absolument pas été ce qu'il a dit. Gilles de Rais n'a jamais été torturé, il a tout avoué. Il y a une chose extraordinaire dans le procès de Gilles de Rais, c'est que quand il a cessé de pouvoir nier ce qu'on lui reprochait, il a été touché par je ne sais pas quoi, la grâce probablement, il a tout avoué. Il dit, ben oui, mais sous la torture. Non, il n'a pas été torturé. À aucun moment il n'a été torturé. On l'a menacé effectivement de le faire, mais enfin si un grand guerrier capable de tuer dans d'abominables tortures 200 gosses et pas capable de résister à la simple perspective d'être torturé et qui balance tout ce qu'il n'a pas fait, ça n'a pas de sens. En fait, Gilles de Rais, il s'est repenti, il a demandé pardon aux parents de ses victimes et les parents de ses victimes lui ont pardonné. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été pour autant exécuté. C'est pas parce qu'on l'a pardonné qu'on lui a dit bah maintenant que tu as demandé pardon, tu rentres chez toi. Il a été condamné, il a été exécuté, mais son corps n'a pas été livré aux flammes. Il avait demandé, parce qu'il restait quelqu'un de croyant, son corps n'a pas été livré aux flammes, et alors que la foule de 10 000 personnes l'ont accompagné à son dernier supplice, 10 000 personnes ont chanté avec lui des cantiques, et il a été enterré et non pas brûlé. Bon, ça reste le pire pédocriminel de notre histoire. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui viennent au Sénat dire les pédérastes ne se contentent que d'éclosions de surface, ils aiment les enfants, et alors est-ce qu'on n'a pas le droit? Mais c'est monstrueux. Et alors à la tête de ce comité de réhabilitation, Pierre Simon, celui qu'on a appelé le Kinsey français. Alors Pierre Simon, il n'était pas que le grand maître de, etc., comme on a vu, mais il était l'initiateur de toute la campagne pour la libération, je mets des guillemets, sexuelle en France, c'est-à-dire pour l'introduction en France de la pilule, de l'avortement, de la révolution sexuelle de Kinsey. Donc derrière toute cette horreur, il y a Kinsey, ce Kinsey que ma chère Judith Reisman a si brillamment dénoncé, dont elle a si brillamment dénoncé l'imposture. Donc les gens qui ont voulu la réhabilitation de Gilles de Rais et qui ont utilisé l'encre du Sénat pour ce faire, se réclament de Kinsey et prétendent que les pédophiles ne font pas de mal aux enfants. C'est pas beau à savoir ça. C'est pas beau à savoir ça. Mais, venons maintenant justement à ce Kinsey. À partir de 1941, alors que le monde était en guerre, la Fondation Rockefeller commença à financer les travaux du docteur Alfred Kinsey, alors qu'elle savait, cette Fondation Rockefeller, qu'il était un pervers sexuel. En 2020, la Fondation Rockefeller s'est vantée d'avoir, je cite, financé une révolution sexuelle par le biais des rapports Kinsey. Peut-on considérer que c'est cette révolution sexuelle financée par la Fondation Rockefeller qui est à la source des programmes d'éducation sexuelle aujourd'hui imposés dans les écoles sous le nom d'EVARS en France et d'EVRAS en Belgique? C'est incontestable. Là, le programme mondial qu'on impose aux enfants, enfin qu'on essaye d'imposer mondialement aux enfants, parce qu'il y a des pays qui résistent, le programme mondial qui est imposé partout dans le monde et qui consiste à gaver les enfants de sexualité qui ne les regarde pas, c'est du Kinsey, 100%. Il n'y a pas d'autre référence à l'origine que Kinsey. C'est-à-dire qu'au départ était Kinsey qui dit les enfants sont sexuels dès la naissance, la sexualité doit sortir de la morale pour entrer dans le domaine de la science. La science, c'est moi, Alfred Kinsey, qui vous la donne. C'était un imposteur. Les vrais scientifiques savent que ces recherches n'avaient rien de scientifique, mais elles
elles en avaient l'apparence, et tous les programmes au monde, que ce soit les programmes de l'UNESCO, les programmes de l'Organisation mondiale de la santé, les programmes de l'UNICEF, les programmes de l'Europe, les programmes en France, tous les programmes se réfèrent à Alfred Kinsey. Il est l'alpha et l'oméga de la révolution sexuelle. Donc, Evars, tout ça, ça relève de Kinsey. Une fois que vous savez que Kinsey est une imposture, vous faites comme Judith Reisman, vous dites quand allons-nous ouvrir une enquête pour savoir, une enquête sur le fonctionnement de l'Institut Kinsey, sur ses façons de faire et tout ça. Et il n'y a jamais eu moyen. Il n'y a jamais eu moyen parce que l'Institut Kinsey est protégé en très haut lieu, 1, par l'argent de Rockefeller et 2, par le pouvoir de la CIA. Et on a compris. Alors ce livre nous montre que Kinsey n'est pas simplement un imposteur, mais un véritable bourreau. Il est officiellement établi, et toutes les sources officielles sont fournies dans le livre, que pour réaliser ces pseudo-expériences, Kinsey et ses collaborateurs ont sexuellement torturé 2035 enfants et bébés américains. Ceux-ci provenaient d'orphelinats et d'asiles psychiatriques. Cette situation est-elle à mettre en parallèle avec diverses affaires récentes de pédocriminels dont les victimes étaient des enfants sous la responsabilité des services d'assistance sociale à l'enfant? Mais absolument. Alors, ce que démontre ce magnifique travail de Judith, qui a certainement dû être extrêmement éprouvant pour elle, il n'y a qu'à regarder comme c'est éprouvant à lire. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai dû à différents... C'est très dur, c'est très dur. Une nuit, je me suis même réveillée en faisant des cauchemars. Enfin, c'est vraiment insoutenable, mais c'est un impératif moral que d'aller jusqu'au bout. Il est de fait que ce qu'on découvre en étudiant ce sujet, c'est qu'il y a une collusion criminelle au plus profond de l'État entre des hôpitaux, entre des universités, entre des juges pour utiliser une partie, alors ça a été pour utiliser aux États-Unis, mais il est bien évident que ça sera la même chose ailleurs. Judith a étudié les États-Unis. Quand on voudra se lancer dans l'étude en France, on pourra éventuellement faire le travail. Elle a découvert qu'au plus haut sommet de l'État, on a autorisé des autorités qui étaient là pour défendre le bien commun et la société, pour arrêter, torturer et sacrifier des cobayes humains par milliers et milliers. Alors, ce qui nous arrête dans le livre de Judith, c'est ce qu'on a fait aux enfants. Mais quand vous regardez ce que Judith raconte et ce qui se passait dans ces hôpitaux, il est bien évident que on a sacrifié des femmes enceintes, on a sacrifié des prisonniers, on a sacrifié des... Vous savez, à un moment donné, les autorités qui avaient besoin de cobayes, ils ramassaient des clodos dans les rues. Qui va aller demander ce qui est devenu le clochard qui était là hier matin, qui pendait la sébille et qui est plus là? Qui va essayer de savoir ce qu'il est devenu? Comment peut-on... C'est monstrueux, c'est monstrueux. Il existe une pieuvre, et ça, Judith l'a magnifiquement démonté dans toute son enquête, une pieuvre qui s'est servie à la fois des plus faibles, même, y compris même de gens lambda qui n'étaient pas forcément faibles, mais qui se sont tombés dans ce piège-là, pour des expériences inhumaines, abominables, et au nom de la science, Alors, nous, on a su, quand j'ai écrit Sexologie et mensonges, Judith a raconté que Alfred Kinsey avait fait appel à un pédophile qui s'appelait Rex King et qui lui a raconté comment il avait violé 230 enfants, je crois, et comment, à l'aide d'un chronomètre, il racontait tout ça. Mais ça, c'est un cran au-dessus. Là, c'était un pédocriminel qui a servi à Alfred Kinsey pour une partie de son livre. Mais là, ce que nous révèle Kinsey, Rockefeller, CIA, c'est tout un système qui, au cœur de l'État, ce qu'on appelle l'État profond, utilise des citoyens de ce pays et leur font subir, pour des expériences de recherche de comportement, ce que les mêmes tortures qu'on fait subir à des terroristes pour les faire parler. C'est-à-dire que ce qui a été appliqué
à ces enfants, à ces femmes enceintes, à ces malheureux clochards ou à ces gens tombés dans les griffes de ces monstres, c'est les mêmes atrocités qu'on faisait subir aux prisonniers qu'on veut absolument faire parler pour des raisons de guerre, quoi. Quand vous avez un terroriste et que vous dites s'il parle pas, ça va faire des milliers de morts, on applique à ces terroristes des méthodes de pression non létale, ça s'appelle la torture, hein, non létale, et c'est les mêmes façons de faire, les mêmes modus operandi qui ont été utilisés contre tous ces innocents pour faire avancer leur prétendue science, et leur prétendue science qui n'en est pas. C'est une monstruosité qui se développe et qui veut asservir la population mondiale et transformer. C'est le sous-titre du livre, c'est l'instrument du nouvel ordre mondial. Il y a un nouvel ordre mondial qui est en route, qui à mon avis est en train de se prendre les pieds dans le tapis, mais ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais ce nouvel ordre mondial a comme plan l'asservissement total de la population mondiale. Et les expériences qui ont été faites par Kinsey ont servi notamment à l'avancée de cette pseudo-science dans ce sens-là, c'est-à-dire donner aux gens qui nous gouvernent et qui nous oppriment les moyens de plus en plus sophistiqués d'obtenir de nous ce que librement nous ne pouvons pas leur accorder et qui veulent absolument nous obliger à leur accorder par le... Il disait on aura ce gouvernement mondial par le consentement ou par la force. Eux, ils préfèrent le consentement, et le consentement, ça se fabrique par le lavage de cerveau, par tout un tas de techniques que ces monstres ont développées, et c'est cauchemardesque, Donc ça s'est fait aux États-Unis dans les années 50-60, on appelait ça, je me souviens quand j'étais petite, on entendait parler de lavage de cerveau, je sais maintenant à quoi ça correspond. C'est ce qu'on continue de faire avec les programmes de télévision, ça continue. L'expérience Covid nous a montré à quel point c'est efficace. L'expérience Covid a montré qu'on a pu arrêter en quelques heures l'intégralité d'un pays sans que les gens se protestent. Pourquoi? Parce qu'ils sont bêtes? Non, c'est parce que la manipulation est monstrueuse, qu'elle est redoutablement efficace, et on a tout à gagner à comprendre comment font ces gens-là pour pouvoir y résister, parce que ça sera eux ou nous. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. Alors précisément, ces expériences abominables décrites en détail dans le livre de Judith Reisman que tu traduis, se sont produites avec l'assentiment de la CIA. L'intérêt de la CIA se portait sur les conclusions pouvant être tirées de ces expériences et de l'opération de manipulation de l'opinion publique qui a suivi pour mettre au point des techniques de contrôle mental. Peut-on dire qu'à partir de la Fondation Rockefeller et de la CIA et la Fondation Rockefeller ont développé ensemble la maîtrise des techniques de manipulation, des perceptions et de recréation de la réalité? C'est tout à fait ça. Toutes ces expériences. Alors, pour l'instant, l'espoir qu'on peut nourrir par rapport aux avancées de ces techniques-là, parce qu'elles sont monstrueuses, c'est qu'à partir du moment où elles sont éventées, elles vont être moins facilement utilisables par le système. Mais l'intelligence artificielle, ça n'est rien d'autre que ça. Toutes ces techniques ont été mises au point pour assurer à la CIA, au service de l'Institut Rockefeller, au service de l'État profond, ceux-là on ne les connaît pas, on sait qu'ils existent, c'est encore au-dessus, leur donner la maîtrise totale, le contrôle total sur la totalité de la population mondiale. Mon petit doigt me dit qu'ils n'y arriveront pas. C'est tellement diabolique. Alors, moi, ce que j'ai étudié de tout ce plan de façon disparate, parce que moi, je suis remonté jusqu'au XVIe siècle pour comprendre comment des mouvements de ce type pouvaient opérer. Je vois c'est un plan qui se déroule année après année, siècle après siècle, et la situation d'aujourd'hui est que c'est la première fois que le plan est connu de la population. Avant, c'était jamais le cas. Donc, je pense que la chute du système est inscrite dans la l'hubris de ces acteurs qui, au bout d'un moment, sont tellement contents d'avoir réussi qu'ils vendent la mèche, et la mèche est vendue, et maintenant on va pouvoir commencer véritablement à résister. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer en ce moment.
Cependant, beaucoup de nos contemporains ont du mal à croire que nos gouvernants pourraient nous vouloir du mal. On ne pourra jamais convaincre tout le monde. D'ailleurs, on ne pourra jamais convaincre personne. Je pense qu'il est tout à fait vain d'imaginer que les choses changeront quand la majorité aura compris. Ce qu'il faut, c'est que la minorité active, intelligente, généreuse et organisée, elle, ait compris. La masse, vous savez, attendre que les masses se mettent en branle, c'est une notion marxiste. Je suis revenu de ces illusions-là. Avec le recul de l'histoire, on n'a jamais vu des masses se mettre en mouvement. si, moi j'ai vu les masses se mettre en mouvement contre la Révolution française quand les gens criaient taxation, taxation et couraient après les convois de grains. Mais c'était jamais que des masses de quelques dizaines de personnes ici, quelques centaines là. Les masses qui se mettent en branle pour renverser le pouvoir, ça n'existe pas. Donc les pouvoirs sont toujours renversés par les minorités actives. Ce sont ces minorités actives qu'il faut activement convaincre, mais non pas les convaincre en leur forçant à croire des choses qu'ils ne veulent pas croire, mais en répondant à leurs préoccupations. On n'a pas de temps à perdre à essayer de convaincre quelqu'un qui ne veut pas entendre, parce qu'en général, celui qui ne veut pas entendre, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et c'est pas parce qu'il ne peut pas aujourd'hui qu'il ne pourra pas demain. Donc, je pense que notre travail de lanceur d'alerte et de gens engagés comme nous sommes, consiste à chercher la vérité, la dire, la lancer et attendre qu'elle fasse le travail chez les gens, dans la conscience individuelle et collective de la population. Donc, que les gens, d'une façon générale, ne veuillent pas ou ne peuvent pas comprendre, c'est pas notre problème. Passons à un autre sujet, disons la vérité, faisons en sorte que les magnifiques travaux de ma chère Judith soient connus d'un maximum de gens et ne perdons pas de temps à expliquer à des gens qui disent qu'on est complotiste, qu'on est ceci, cela. Vous dites ce qu'il faut en dire. Quelqu'un qui vous dit ce que vous êtes, vous n'avez qu'à lui répondre ce que vous pensez de lui. Ça s'arrêtera très très vite. Donc ne laissez personne vous dire ce que vous êtes et ne perdez pas votre temps à expliquer à des gens qui n'ont pas les capacités, peut-être provisoirement, de comprendre. La vérité, elle se dit, elle se dispense et ensuite, vous savez comment on dit, l'Esprit Saint fera le travail. Alors Marion, en 2014, l'Institut Kinsey a obtenu le statut consultatif auprès des Nations Unies pour ses soi-disant supports éducatifs. Faut-il y voir un lien avec les programmes d'éducation sexuelle promus par l'OMS? Oui, complètement. D'ailleurs, la France a été un des premiers pays à dire oui, très bien, et à accorder le statut consultatif à l'ECOSOC. Et c'est d'ailleurs c'est ce qui a fait que j'ai rencontré Judith. C'est-à-dire que c'était en 2014. Les Croates, qui est quand même la Croatie, c'est un petit pays très très catholique, qui était tout à fait éveillé aux travaux de Judith, quand ils ont compris que les Nations Unies allaient donner le statut consultatif à Kinsey, ils ont invité Judith à Zagreb, elle y était déjà venue une fois, ils l'ont invitée pour lancer avec elle une campagne mondiale qui demande que l'Institut Kinsey soit l'objet d'une enquête indépendante pour arrêter cette accréditation. Ils ont très bien compris, les Croates, ils ont dit si l'ECOSOC accrédite l'Institut Kinsey, ça va être absolument mondial les mensonges. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc Judith a été pour la deuxième fois invitée en Croatie. C'est là que je me suis présentée en Croatie, que j'ai fait sa connaissance, que nous sommes devenus amis à la vie, à la mort. C'est là que je l'ai vu, je peux me permettre de le dire, parce que je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas, je l'ai vu se convertir sous mes yeux. J'ai vu la grâce lui tomber du ciel sur la tête. Je l'ai vu prier un chapelet, les yeux clos. C'est la première fois qu'elle priait. Elle était environnée de 500 Croates qui récitaient le chapelet avec elle. Et à la fin de la cérémonie, alors j'ai des images, on pourra les montrer. D'ailleurs, on voit même une image où je pleure. C'est le premier chapelet que je faisais depuis que j'avais 14 ans. J'en avais 64, 65. Je l'ai vu recevoir la grâce. Et à la fin de la prière, elle m'a pris la main. Elle me dit, c'est le plus beau jour de ma vie. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin je s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin je s tobom,
Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod. I dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Evo može prva pjesma. Obećanje ispuni, ispusti na nas kišu milosti. Naš Bog dolazi, da obećanje ispuni, ispusti na nas kišu milosti. Merci Marion pour ce beau témoignage. Et puis maintenant, évidemment, j'insiste auprès de ceux qui vont écouter cette émission, procurez-vous ce livre. Marion, peux-tu nous dire comment acheter ce livre? Tu peux nous donner les données pratiques, les informations pratiques pour commander ce livre auprès de Réhistoire pour tous? Pour aller sur Réhistoire pour tous, vous faites marionsigo.fr et hop, vous tombez sur le site de Marion Sigo, le blog de Marion Sigo, et là, vous allez voir comment acheter mes livres. Ou alors, vous allez sur Book Edition, The Book Edition, bref, vous allez sur Book Edition, vous cherchez Marion Sigo, et là, vous ouvrez ma page, et vous cliquez sur mon livre. J'en ai 8 déjà, j'ai 8 livres en vente sur ma page Book Edition, et 8, alors ce sont des livres, alors soit les deux derniers, celui de Judith et celui sur Judith, qui sont mes deux derniers livres originaux, mais je suis également en train de republier mes anciens livres dont je recouvrais les droits, et tous mes livres vont désormais être publiés sous la bannière Réhistoire pour tous. Donc faites Réhistoire pour tous sur marionsigo.fr ou Réhistoire pour tous ou Marion Sigo sur Book Edition, et vous allez trouver en un clic, vous allez pouvoir acheter mes livres. Vous pouvez également vous rendre à mes conférences. Alors j'essaye, on peut être tenté de faire, pour l'instant je ne l'ai pas fait, un tableau avec toutes les conférences à venir, mais j'aime mieux les mettre les unes derrière les autres. Enfin bon, pour l'instant c'est la solution qu'on a trouvée. Je vais bientôt venir en Belgique, je vais bientôt venir à Lille, je vais bientôt venir à Belfort, et la semaine prochaine je serai à Paris pour l'Agora des livres. Voilà, donc on peut soit acheter mon livre par correspondance, par la toile, soit venir, on peut les commander également en librairie, hein, si vous demandez à votre libraire. C'est lui qui va prendre en charge les frais d'expédition. Hein. Moi, je suis tout à fait pour faire marcher les libraires. Donc, soit sur Amazon, si vous voulez Amazon, soit en demandant à votre libraire le plus proche de vous le commander, soit en le commandant directement sur mon site, soit en venant à une conférence ou à un salon du livre. Donc, ça fait énormément d'occasions de pouvoir trouver ce livre. Vous savez, quand Judith a terminé ce livre, elle a terminé ce livre en août 2020. Début septembre 2020, elle a envoyé ce texte à 3 personnes, une avocate jamaïcaine, un professeur de droit américain et moi. Et elle a dit, pour diffusion. J'ai tout de suite rassemblé un pool de volontaires. Ça a été un travail de dingue. Alors, ce livre a eu une première publication sur la toile, mais comme ça fait un livre qui fait près de 200 pages, personne ne lit un PDF de 200 pages. Surtout qu'il est bourré de notes de bas de page, de schémas, de documents. Moi-même, j'ai du mal avec ce livre. Il est tellement dense, c'est un cauchemar mais c'est un cauchemar qu'il faut. On doit s'imposer. On doit s'imposer C'est un ouvrage de référence qu'il faut avoir pour combattre nos adversaires. Ne pas mettre entre toutes les mains, éloigner les enfants. Ça, bien entendu. Bien entendu. Et puis, bien sûr, on invite tous ceux qui dirigent des associations, des groupements locaux, à te contacter, Marion, pour justement organiser une conférence dans leur localité, dans leur mouvement, et faire justement contribuer à cette tournée que tu dois réaliser en France et dans la francophonie pour faire connaître l'ampleur de cette manipulation. Donc, je rappelle, elle est en passe de s'effondrer parce qu'elle est maintenant en plein jour. Elle est en plein jour. Et le modus operandi de ces gens-là, ça a toujours été de se
cachés. Ils ne se cachent plus, donc ils vont perdre incessamment. Voilà. Merci Marion pour ces mots de confiance. Voilà, je sais que tu gardes toujours le moral, même dans l'adversité, et ça fait plaisir d'entendre un tel discours de conclusion. Je termine quelques mots pour souligner que cette émission sera suivie d'autres avec des écrivains bien connus. Et puis Marion reviendra d'ailleurs pour parler d'autres de ses ouvrages. Pour ceux qui voudraient m'adresser un livre en vue justement de préparer une autre émission, je les invite à m'envoyer leur livre à l'adresse suivante: Alain Escada, 152 rue Auguste Lambiotte, LAMBIO2TE, à 1030 Bruxelles. Je précise que c'est une adresse postale, donc il sera inutile de croire que vous pourrez sonner à la porte pour que je vous ouvre, mais c'est une adresse postale qui me permettra donc de recevoir vos livres et de préparer ainsi le relais des ouvrages qui méritent toute l'attention des téléspectateurs ou auditeurs qui sont entrés en dissidence et veulent continuer à se réinformer dans les domaines les plus divers. Encore merci à toi Marion, et puis merci à Jacques, notre technicien, qui aide à la bonne réalisation de cette nouvelle émission.